développé à l'externe. Et à ce moment-là, on avait fait le choix de conserver la plateforme SECAN qui a été présentée au début du sommet. Donc, c'est ce qui soutient le site web des données ouvertes. Suite, en fait, à cette nouvelle version-là, ce qu'on a voulu faire, c'est on a fait certaines hypothèses. En fait, pendant tout le processus de conception, on a voulu aller tester si ces hypothèses-là étaient bonnes et si le site répond ou non aux besoins des utilisateurs actuels du site web. Les deux grands objectifs qu'on a visés avec cette démarche-là, premièrement, regarder et tester tout ce qui est l'accès aux données. Donc, au niveau de la navigation, comment les gens utilisent le site web, l'architecture de l'information, comment c'est présenté, la structure des fiches descriptives qui accompagnent les jeux de données et finalement la documentation qui est rendue disponible aux utilisateurs et aux utilisatrices et toute la question d'utilisabilité dans son ensemble. Donc, tout ce qui est globalement comment les gens interagissent avec le site web. On offre des outils interactifs, donc on a voulu valider si nos visualisations répondaient à ces besoins, comment les gens téléchargent et accèdent aux données et finalement la documentation des API qui est rendue disponible sur le site web. Ça, pas bien, non? Merci. La méthodologie qu'on a empruntée, en fait, pour ces tests d'utilisabilité-là, on a défini certains segments. On a souhaité aller chercher, en fait, tous les segments d'utilisateurs qu'on connaît pour la Ville de Montréal, donc citoyens, citoyennes, journalistes, chercheurs, chercheuses, élus municipaux et employés municipaux, donc de l'organisation. Et à travers tous ces segments-là, on a cherché à aller chercher des gens qui avaient une variété d'expériences avec ou pas du tout avec le site web des données ouvertes de la Ville de Montréal. Les seules personnes qu'on n'a pas réussi à passer en entrevue, finalement, ce sont les journalistes qui n'ont pas répondu à nos appels. On était aussi en période estivale, donc ça joue un petit peu dans la balance. Donc, ça va être quelque chose à aller confirmer avec eux également. On a rédigé 2 scénarios différents selon les types de profils. Donc, le premier scénario s'appliquait à tous les segments et le deuxième, on l'a appliqué selon le profil. Je vous les présente juste après. Et on a fait des séances de test avec chacun des utilisateurs. On en faisait 12 au total, on en a fait 8, dont les deux avec les journalistes qu'on n'a finalement pas fait, d'une durée d'1 heure par entrevue. Et ça s'est fait entièrement en ligne avec une section scénario, donc répondre aux différents scénarios, tenter de résoudre la problématique qu'on proposait et une session de débriefing juste pour avoir un petit peu l'état d'esprit, voir les commentaires que les gens pouvaient avoir face à ces scénarios-là. Et finalement, le tout a été mené par un designer en une expérience utilisateur de la firme Atecna. Les 2 scénarios sont présentés ici. Donc, le premier, on posait tout simplement, suite aux incendies qu'il y a eu dernièrement, voulez savoir en temps réel si l'air est pollué ou non? Comment faites-vous? Et le deuxième scénario, selon les différents profils, ça découle tout de la même problématique ou la même question. Vous voulez comparer les installations sportives de votre arrondissement, le Sud-Ouest, avec les autres quartiers pour éventuellement faire une demande auprès des élus. Comment faites-vous? Et ça découle l'élu qui reçoit la demande citoyenne, l'employé qui reçoit la demande de l'élu, et finalement chercheurs, chercheuses qui font une étude sur les installations sportives. Les livrables qu'on a reçus, qu'on attendait de notre firme, donc le questionnaire de recrutement, le recrutement a été fait à l'interne à la Ville de Montréal, mais la firme nous a aidé en créant un questionnaire pour s'assurer qu'on allait chercher un profil assez varié pour répondre à nos besoins. Ils nous ont fourni le script de modération qui a été utilisé pendant les entrevues également, qu'eux ont suivi pour assurer ces entrevues. La grille d'observation, c'est ce que vous voyez à droite, avec toutes les notes à chaque point dans l'entrevue. On a les enregistrements vidéo également et un rapport de recherche détaillé sur lequel cette présentation est principalement basée. Avant d'y aller avec les résultats, je présente très rapidement les différentes sections du site web de données ouvertes, en commençant par la gauche qui est notre page d'accueil. La section en haut pour rechercher un ensemble de données. On a certains boutons pour mettre des mises en évidence pour accéder à des ensembles de données plus rapidement. On peut explorer les données par catégorie, voir les dernières mises à jour sur les jeux de données et plus bas dans la page, nos articles, billets de blog, la mise en valeur de certaines applications, les organisations qui publient des données et finalement, dans le pied de page, tous les liens vers les autres sections du site web. Une fois qu'on clique sur un ensemble, qu'on clique en fait sur une catégorie ou qu'on fait une recherche, on tombe sur cette page de résultats-là avec les filtres à gauche de la page qui permettent de filtrer et d'aller chercher plus précisément ces résultats. Et à droite, les résultats de recherche avec le nom d'ensemble, la description et le format des ressources qui sont disponibles.
finalement, une fois qu'on clique sur un ensemble de données, on se retrouve sur la fiche descriptive des ensembles de données. Donc, avec une description, le tableau avec les ressources de données qui permettent de télécharger les données et des informations sur la méthodologie et sur le dictionnaire des données. Les principales observations qui ont été faites ont été catégorisées en fait en 3 grandes catégories. Je présente ici uniquement les hypothèses confirmées, infirmées, puis je vais aller directement avec les différentes orientations qu'on a pour le développement. Mais si jamais vous voulez avoir accès à la présentation, à la fin, j'ai listé en fait toutes les observations et les suggestions qui ont été faites directement par la firme si vous voulez voir de quoi que ça a l'air. Sur la navigation, en fait, on avait comme hypothèse que les utilisateurs ou utilisatrices utilisaient principalement Google en fait pour accéder à nos ensembles de données ou à partir d'un marque-page. Ça, c'est avéré faux. En fait, les gens vont principalement sur la page d'accueil directement sur le site et font les recherches directement à partir du site web. Donc, Google est très peu utilisé dans ce cas-ci ou n'importe quelle autre recherche. On se disait qu'en fait, la barre de recherche était probablement la meilleure façon et la principale pour rechercher un ensemble de données. Ça s'est avéré partiellement vrai, au sens que oui, c'est effectivement une des façons qui est le plus utilisée, mais il y a quand même des bémols à l'utilisation. Il y a beaucoup de pistes d'amélioration à ce niveau-là. Pareillement pour le groupe des catégories, en fait, on se disait que ça aiderait probablement à trouver les ensembles de données, mais au final, c'est plus ou moins pratique, étant donné que les gens doivent deviner dans quelle catégorie les données ont été placées par la personne qui les a placées. Il n'y a pas nécessairement de mots-clés, puis même avec certaines définitions, c'est quand même difficile de retrouver les données à ce niveau-là. On s'était dit que probablement que les autres éléments de navigation sont très difficiles d'accès. Au final, les sections sont mal trouvées. Ça, c'est arrivé malheureusement vrai. Et que la chaîne de recherche permet uniquement de chercher des ensembles de données et non pas tous les autres contenus comme les articles, les applications. Ça rend un peu les utilisateurs confus. C'est vrai plus ou moins. On va le voir plus tard, mais grosso modo, les utilisateurs trouvent nos ensembles de données, pas les autres contenus, mais ça ne s'attendait pas nécessairement à les trouver parce qu'ils ne connaissent pas l'existence. En termes de données d'utilisation, nos hypothèses qu'on avait posées, qu'on voulait valider, c'est de se dire qu'en fait, les utilisateurs utilisaient principalement le tableau que je vous ai présenté dans le haut de la fiche descriptive pour télécharger les données. Ça, c'est avéré vrai. Toutes les autres options, toutes les autres sections ne sont pas utilisées. On ne les voit pas sur la page, on va les voir un petit peu plus loin. On a des accordéons sur nos pages qui sont des menus déroulants qui présentent certaines informations. Au final, il n'y a personne qui les ouvre, personne qui les trouve. Fait que toute l'information qui est cachée dans ces trucs-là reste cachée, ne sont pas utilisées. On a un dictionnaire de données qui est rattaché à ces ressources-là et qui est placé parfois à différents endroits. Ça rend un peu les gens confus également. C'est ce qu'on a été validé. Et la majorité des utilisateurs ne savent pas qu'on a une fonction pour se connecter aux données via les API parce qu'elle est cachée dans ces mêmes accordéons. Et finalement, dans nos dernières hypothèses, on s'était dit que les intégrations d'outils externes pouvaient créer une certaine confusion chez les personnes qui sont non initiées à ces outils-là. Ça s'est avéré partiellement vrai. En fait, nous, on pensait que les gens avaient de la difficulté à y accéder. Ce n'est pas le cas. C'est une fois qu'ils sont dans l'application, en fait, il y a quand même une courbe d'apprentissage pour utiliser les outils. Et c'est quand même quelque chose auquel on va devoir penser. Et que les options en fait, pour manipuler les données ne sont pas intuitives sur ces outils-là. Ça s'est avéré vrai, effectivement, comme je le mentionnais avec la courbe d'apprentissage. Avec ces résultats-là et avec une réflexion interne, je vous présente nos orientations futures. Donc, en 4 grandes catégories. Premièrement, faciliter la découvrabilité des contenus. Quelques pistes, je le présente tel quel ici. C'est pas nécessairement on ne sait pas nécessairement comment ça va se produire en réalité. On a quand même du travail à faire avec nos équipes d'expérience utilisateur et une certaine réflexion pour remplir les contenus. C'est des exemples, ça montre un petit peu dans la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Donc, améliorer l'accès aux différentes sections du site. En guise d'exemple, rajouter un menu dans le haut de la page et répondre à certains réflexes de navigation comme cliquer sur les logos pour retourner en page d'accueil, ce genre de choses-là qui peut être particulièrement simple à faire. Capitaliser sur la fonction de recherche. Donc, les gens ont aimé la fonction de recherche, c'est ce qu'ils utilisent le plus. Donc, autant les améliorer. Donc, la rendre disponible sur un plus grand nombre de pages, inclure d'autres types de résultats dans ces recherches, améliorer la lisibilité des requêtes, l'autocomplétion, la tolérance aux erreurs, c'est tous des commentaires qui sont revenus avec le temps. Également, on cherche des nouvelles façons de faire découvrir les contenus, revoir notre utilisation des catégories. Est-ce qu'on les conserve? Est-ce qu'on les redéfinit? Est-ce qu'on rajoute des descriptions? En ce moment, on utilise les mêmes que Données Québec, donc le gouvernement provincial, mais ça ne s'applique pas nécessairement au niveau municipal, donc c'est à repenser. Ajouter une façon d'explorer tous les ensembles de données, donc avoir une page de recherche un peu sur les stéroïdes, de se dire qu'il y a des meilleurs fils et des meilleures façons de consulter tous les ensembles de données. Actuellement, c'est un peu limité.
Créer des pages de contenu dynamiques, thématiques, pardon, ou des collections de données pour mettre des données en contexte, créer un petit peu de relation entre les différents jeux de données. Donc, pas nécessairement une grosse catégorie. On peut s'imaginer des thématiques sur la mobilité, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Donc, de mettre en relation les différents ensembles de données. Ça apporte quand même un certain défi pour la Ville de Montréal parce que notre site est fédéré et moissonné en fait par le gouvernement provincial et ensuite par le gouvernement fédéral, oui. Donc, on ne peut pas nécessairement trop modifier la structure des données pour s'assurer que ça reste compatible avec les autres portails de données. Donc, c'est à explorer ça aussi dans ces limites-là. Rajouter un petit peu de mise en contexte des données, donc principalement améliorer l'affichage des informations sur notre fiche descriptive, revoir les éléments essentiels qu'on veut mettre sur les pages de données, puis s'assurer que ce soit présent sur l'ensemble des jeux de données. Revoir la façon de présenter l'information, l'emplacement, l'ordre, la hiérarchie de l'information aussi. Je mentionnais les accordéons, ça ressemble un petit peu à ça ici. Donc, quand c'est pas ouvert, les gens pensent que c'est de la répétition, les gens ne les ouvrent pas et ne voient pas le contenu à l'intérieur. Garder un historique des modifications, c'en est un que j'aime particulièrement parce qu'on reçoit beaucoup de questions par rapport à ça. Ça a même été mentionné dans la présentation ce matin sur CECAN. Comment on fait pour garder une trace, en fait, des modifications qui ont été faites sur l'ensemble de données et au niveau de la ressource. Donc, pas simplement savoir que ça a été mis à jour, mais savoir qu'est-ce qui a été mis à jour. Puis offrir un niveau de détail qui permet de rendre la ressource ou l'ensemble de données toujours pertinent à l'utilisateur. Indiquer s'il y a un nouveau champ, si par exemple il y a une nouvelle station qui prend des mesures, un nouveau statut qui a été ajouté dans un champ. Donc, c'est le genre de choses, d'informations qu'on aimerait être capable de rattacher aux ensembles de données. Et une fois que ça c'est fait, pourquoi pas instaurer un système de notification auquel les gens peuvent s'abonner pour recevoir ces alertes-là. En avant-dernier, une banque de connaissances. Donc, essentiellement, pour essayer de cultiver la culture de la donnée autant à la ville que dans notre communauté, créer une section d'apprentissage qui pourrait offrir différents contenus, des réponses à des questions courantes, les meilleures pratiques, des tutoriels sur l'utilisation des fonctionnalités de notre site web, des vidéos et d'autres matériels qui permettraient de faire la promotion générale de l'usage de la donnée, des formations de base sur comment utiliser ce qu'est une donnée et comment on peut l'utiliser. En texte, en image, en vidéo, en document. Donc, on peut vraiment s'imaginer plein de choses. On est en discussion avec le département des communications également pour avoir un accompagnement à ce niveau-là. Et dans tout ça aussi, considérer qu'à la Ville de Montréal, on va avoir l'arrivée d'un logiciel de gestion documentaire. Donc, on peut s'imaginer vouloir créer des liens entre les documents et les données qui pourraient se trouver derrière ces documents-là. Donc, ça fait partie de nos réflexions. Finalement, toute la question des valorisations des données publiques. Donc, comment on fait pour rendre ces données accessibles pour tous les autres types d'usagers. Donc, on en a une liste qui est quand même assez typique. Donc, adapter les visualisations de données aux différents types d'usages. Il y en a qui souhaitent répondre à une question, il y en a qui veulent télécharger un sous-ensemble, juste connaître la donnée brute, savoir qu'est-ce qui est disponible dans l'ensemble. Donc, créer des visualisations qui permettent de répondre à ces questions-là. Explorer différentes approches techniques, technologiques pour répondre aux différents besoins aussi. Donc, on a différents outils à la pile qui permettent de faire des visualisations. C'est juste trouver le bon outil pour chaque usage. Donc, on veut expérimenter de ce côté-là aussi. Uniformiser le plus possible nos visualisations pour que la courbe d'apprentissage soit un peu réduite. On veut assurer du même coup qu'on fait une révision de l'expérience utilisateur avec nos équipes à l'interne. Favoriser des outils cartographiques lorsque c'est pertinent, mais il y a quand même aussi un défi à ce niveau-là d'avoir une composante géométrique, géomatique, les latitudes, longitudes sur chacun pour générer ces cartes-là. Et promouvoir, dans le fond, l'avantage des outils une fois qu'ils sont existants. Il faut que les gens savent que ça existe et éventuellement les découvrir. Tout ça en essayant aussi de garder l'accessibilité universelle en tête. Donc, les outils actuellement qu'on utilise sur le site web sont imbriqués avec des iframes, ce qui n'est absolument pas accessible. Donc, c'est tout ce genre de choses-là qu'il faut aussi essayer de considérer dans le futur. Ce qui met fin à ma présentation. Si vous avez des questions, commentaires, je peux les prendre. Et si vous voulez avoir accès à la présentation, vous pouvez également nous écrire à donnéesouvertes@montréal.ca.